Vous écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. La saison 3 du podcast Histoire vous est offerte avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue les amis dans un nouveau podcast Histoire de Radio Ma'arif. On est très heureux aujourd'hui de recevoir une nouvelle fois Madame professeure Leila Mziane. On est très heureux de vous compter désormais parmi nos habitués. Bonjour Madame Bonjour, professeure à l'université Hassan II de Casablanca. En effet. En résumé. En résumé. Et vous êtes là pour nous parler d'un sujet mais vraiment passionnant, qu'on a un peu évoqué dans d'autres podcasts, mais sur lequel on ne s'est jamais concentré en tant que thème principal. C'est le sort des morisques. Les morisques, qui sont-ils, s'il vous plaît? Alors, bonjour tout le monde. Alors, pour les morisques, en arabe, on les appelle l'Andalousiyoun. Parce que le mot morisque, c'est un mot d'origine espagnole. Los moriscos. Los moriscos. Alors, l'origine est toute simple. En Espagne, évidemment, par morisco, on entend le petit mort. Donc c'est une façon, le moro, c'est nous, quoi. Le moro, le mort. D'ailleurs, je vais vous expliquer aussi l'origine du mot mort. D'accord. Parce qu'à l'origine, le mot mort est loin d'avoir une connotation dépréciative au début. Mauritanie, non? Justement, c'est les habitants de la Mauritanie, Tangitane ou césarienne, à l'époque romaine. Donc les habitants, à l'époque romaine, les habitants de l'Afrique du Nord, on les appelait morts parce qu'ils sont originaires de la Mauritanie. Tangitane, parce que la capitale est Tanger. Ouais, c'est la Morée avec un et un, c'est pas la Mauritanie. Mauritanie, ouais. Voilà, justement. Et la Mauritanie césarienne, dans la capitale, est Alger. Mais bon, à l'époque, ça s'appelait Césarée. Donc la Mauritanie césarienne, c'est plutôt du côté algérien. Et Tangitane, c'est du volubilis. Côté marocain. Voilà, non, la capitale, c'est Tingis. C'est Tanger. D'accord. Et donc, les habitants sont les Mauritaniens. En espagnol, on a évidemment repris ce toponyme de Mauritanie et on les a appelés Moros, habitants de la Mauritanie. Donc los moriscos, c'est une façon un peu méprisante de réduire. C'est comme si on dit shilh shlih, par exemple. C'est pour dégrader le. Tout à fait, tout à fait. Mais alors là, donc on le sait, les Maures, normalement, ils ont régné en maître sur l'Espagne pendant pratiquement 8 siècles. Mais à un certain moment de l'histoire de la péninsule ibérique, et avec la décadence progressive de la présence musulmane, qui coïncide avec la recrudescence du processus de la Reconquista, les musulmans qui vivaient avant sous l'emprise des musulmans, beaucoup d'entre eux, des milliers d'entre eux, se retrouveront sous l'emprise des chrétiens. Et à un certain moment, surtout après la prise de Grenade, le 2 janvier 1492, progressivement, à partir de cette date, ces morts, ces musulmans, vont progressivement prendre le nom de morisco, qui veut dire les musulmans convertis au christianisme. C'est-à-dire, quand on parle de morisques, ils sont déjà christianisés et baptisés. Et ils prennent des noms espagnols. Donc, par morisque, on entend les musulmans d'Espagne, qui ont été baptisés, christianisés, au fur et à mesure qu'avance la reconquête espagnole du territoire ibérique. D'accord, alors juste pour qu'on soit bien clair, 1492, c'est la prise de Grenade par le 2 janvier 1492. Par Isabelle la catholique. En effet. Et c'est la défaite de Bouabdil, c'est comme ça qu'on l'appelle? Abou Abdallah, oui, en effet. Voilà, oui, donc donc, à Grenade, l'Alhambra, la fameuse phrase « Ne pleure pas comme une femme ce que tu n'as pas défendu comme un homme ». En effet, oui. Voilà, ça existe ça ou c'est un mythe? Non, ça existe parce que il faut le dire. Cette horreur. C'est sa mère. Ouh là là. Tout simplement. Ouh là là. Alors, ce qui nous intéresse, c'est que quand je parle de cette date, le 2 janvier 1492, c'est la date, je dirais, de la prise de possession de Grenade. Donc c'est la fin de l'Andalousie musulmane. C'est la fin du règne du dernier royaume musulman
en Espagne. C'est Grenade. Ceci dit, Avant, il y avait eu la bataille de Tarifa, je pense, en 1340. c'est tout un processus. C'est un processus, c'est la fin du process. Si, oui, et là, on peut dire que la fait. Reconquista est achevée en 1492. Voilà, le 2 janvier, mais les rois catholiques, qui sont Isabelle et Ferdinand d'Aragon, Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon, ne vont entrer à Grenade que 4 jours plus tard, le 6 janvier 1492, qui coïncidait avec la fête des rois. Et donc les rois catholiques firent leur entrée solennelle dans la ville de Grenade, désormais devenue chrétienne. Alors, excusez-moi, ces rois catholiques, c'est quoi? Parce que j'ai l'impression que c'est un peu l'équivalent du... Enfin, ils les fêtent encore. Hein. La Fiesta de los Reyes, la fête des rois, Donc, c'est Espagne. C'est le 6 janvier. Le 6 janvier, en effet. Alors, ce qui nous intéresse, c'est que, comme j'ai dit, il s'agit d'un processus. Du côté espagnol, l'Espagne, comme vous le savez, c'était un territoire gouverné par plusieurs rois. Oui, vous avez dit Isabelle la catholique. Justement, mais avec leur mariage, je crois qu'il y a eu lieu, dans les années 80, je crois en 1478, en effet, on célèbre le mariage de Ferdinand d'Aragon et d'Isabelle de Castille. L'idée, au fait, c'est de réunir les forces ibériques pour se retrouver contre un seul ennemi et qu'il fallait chasser, c'est évidemment c'est les musulmans. C'est les musulmans d'Espagne. Donc les moriscos, ce sont les musulmans qui sont restés, qui sont devenus chrétiens. Et de notre côté, c'est les Andalous qu'on a vu arriver. Oui, c'est juste pour être clair sur le vocabulaire. Tout à fait. Au Maghreb, je préfère utiliser le vocable Maghreb à l'autre vocable utilisé surtout par les Européens, l'Afrique du Nord. Il s'agit bien d'une entité à part. Donc, au Maghreb, on les appelle Andalousiyoun. Oui, c'est ce que je dis. Par nous, c'était voilà, pas... Voilà, Andalousiyoun. Au Maghreb, on les appelle Andalousiyoun, mais en Espagne, on les appelle Morisquiyoun. Los Moriscos. En français, les Morisques. Alors, quand vous dites que entre la chute de Grenade et l'entrée solennelle, c'est 4 jours, vous voulez dire qu'il s'est passé quelque chose pendant ces 4 jours ou... Non, on se préparait pour la fête des rois et pour l'entrée solennelle des rois, parce que c'est tout un symbole, Grenade. Grenade, capitale de l'islam ibérique. Chute. Voilà, on célèbre la chute d'un grand, d'un héritage islamique en pays ibérique qui a duré pendant pratiquement 8 siècles. La page s'est ouverte en 711 avec l'arrivée de Tariq ibn Ziyad et ses 12 000 hommes et se termine 8 siècles plus tard, ce jour-là, le 2 janvier 1492, ce n'est pas rien. Donc, cette entrée solennelle des rois d'Espagne à Grenade met fin à 8 siècles d'existence et de coexistence, il faut le dire, entre musulmans, chrétiens, juifs. C'est ce qui est intéressant dans cette histoire. Donc, cette année-là, ce jour-là, cette nuit-là, une nouvelle page commence en Espagne, mais aussi dans tout ce qu'on appelle l'Ouest méditerranéen, ou ce qu'on appelait avant l'Occident musulman. D'accord, alors ces gens-là, donc qui voient arriver une nouvelle puissance, il y a des musulmans, enfin une majorité même de gens qui sont musulmans, j'imagine à Grenade, quand tu vois encore aujourd'hui la taille du quartier, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent, ils restent, ils se convertissent, comment ça marche? Alors c'est une histoire, je dirais, très très complexe. Parce que il s'agit de musulmans espagnols. Ils ont toujours été là. Donc, certains, c'est vrai qu'au début, les rois catholiques leur ont garanti de rester tout en préservant leur culture musulmane. Au début. Mais on verra que par la suite, les choses vont changer. Et donc, au fur et à mesure que de nouvelles lois sont promulguées, les musulmans se retrouvent obligés ou d'embrasser le christianisme ou de partir. Alors, une fois que la chute de Grenade est annoncée, les musulmans du royaume de Grenade, parce que c'est un royaume qui était immense, il ne faut pas croire que c'est seulement la ville de Grenade, c'est toute une région qui est là aussi une façade méditerranéenne très importante qui arrivait jusqu'à Algésiras. Bon, Algésiras, elle a été évidemment reprise au cours de ce processus de reconquista, mais il y avait des ports encore qui dépendait de la ville de Grenade, sur la côte méditerranéenne, en face du Maroc, du nord du Maroc, et de l'Algérie. Et le processus de reconquista a commencé déjà par la prise de plusieurs villes, comme Malaga par exemple. La ville de Malaga a été reprise ou a été reconquise en 87. 1400. C'est-à-dire 1487. Par la suite, je vous donne les noms les plus connus, Almeria en 88.
C'est-à-dire, c'était tout un processus, Ouais, même pour le royaume de Grenade. Donc, Boabdil, lui, il voyait arriver les Castellano-Aragonais, il les voyait venir. N'oublions pas que c'est un vassal du royaume de Castille. Il payait un tribut pour qu'on le laisse tranquille. Il a même signé des conventions avec le royaume de Castille pour qu'on le laisse tranquille du moment où il paie un tribut. C'était un vassal du royaume de Castille. Mais à un certain moment de Il y a déjà une l'histoire... perte de souveraineté avant la défaite militaire. Tout à fait. À un certain moment, les deux rois se sont unis, les rois chrétiens se sont unis, Ferdinand, Isabelle. Ils avaient d'autres soucis au nord de la péninsule, mais après cette date, ils se sont focalisés sur un objectif, chasser les derniers musulmans du territoire ibérique. Et ils ont réussi. Quand on a préparé ce podcast, vous avez insisté sur le contexte géopolitique et il faut parler un petit peu des Ottomans. Tout à fait. Alors, quand on parle de la question morisque, il y a plusieurs acteurs qui animaient le bassin méditerranéen à l'époque. Ne l'oublions pas, l'apparition d'un grand acteur, d'un grand personnage de l'histoire de la Méditerranée, qui est les Ottomans. Les Ottomans apparaissent sur la scène méditerranéenne déjà au milieu du XVe siècle avec la prise de Constantinople ou la conquête de Constantinople. Vous choisissez ce que vous... Mohamed el-Fatih. Alors, donc, très bonne série sur Netflix. Si oui, je l'ai vu il y a quelques mois déjà. C'est une opération qui a duré 2 mois, mais elle a fini par, évidemment, elle a fini par la conquête de la capitale du monde chrétien orthodoxe. Oui. Il y avait aussi une symbolique très très importante. Il faut savoir que la prise de Constantinople va soulever l'émoi dans l'ensemble de la chrétienté. Pas seulement la chrétienté orthodoxe, mais aussi chez Rome et tout le monde chrétien. Le berceau de la chrétienté orthodoxe est désormais entre les mains des musulmans. Donc du côté des Espagnols, ils vont percevoir leurs musulmans comme une sorte d'ennemis de l'intérieur, c'est ce que vous voulez dire? En très peu de temps, les Ottomans vont conquérir une bonne partie de la Méditerranée. Méditerranée orientale, la rive sud de la Méditerranée, une bonne partie de l'Europe. Ils construisent dans un temps record un empire tentaculaire. Dans un temps record, j'insiste. Ça a commencé avec la prise de Constantinople. En 1519, ils prennent pied à Alger. Et avant ça, en Tunisie, à Tripoli, au Caire. Donc pratiquement l'ensemble du bassin oriental et turc. Voilà, il est désormais ottoman-musulman. Imaginez la peur qu'inspirait cette, je dirais... expansion, cette énergie. Voilà, cette énergie militaire au reste des chrétiens d'Europe. Imaginez. Et en même temps, aux musulmans qui sont encore en Europe. Je parle en l'occurrence des musulmans d'Espagne. Pour eux, l'Empire ottoman, c'est le Saint Sauveur. C'est seul l'Empire ottoman, avec le Maroc, peuvent les aider ou à partir au Maghreb ou dans l'Empire ottoman, ou même certains sont partis aux Canaries, en France, en Italie, notamment à Livourne, qui était une terre d'accueil pour les Morisques. La France, Saint-Jean-de-Luz, c'est devenu un centre qui accueillait aussi les Morisques. Donc il y a une sorte d'exode. Oui, massif. Alors, c'est massif le paradoxe, parce que vous me dites que les Morisques, ce sont les musulmans qui se sont convertis au christianisme et qui sont restés, c'est bien ça. Mais en même temps, ceux qui se sauvent, ils ne se sont pas convertis. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une histoire. Non, c'est une histoire très très complexe. Parce qu'il y a aussi, dans cette histoire qui paraît collective, il y a des destins individuels. Il s'appelle José María, mais au fond de son cœur, il est encore musulman. Il pratique encore l'islam, en cachette évidemment, ce qu'on appelle taqiyya. D'ailleurs, les Juifs faisaient la même chose. On assistera à l'opération. Camouflage. Voilà, justement, ils simulent qu'ils sont chrétiens, mais au fond, ils sont musulmans. Mais il y a plusieurs cas différents. Il y en a qui, après plusieurs générations, deviennent chrétiens. On verra ces cas-là au Maroc, par exemple. Une fois installés au Maroc, certains n'arrivent pas à s'insérer et à s'intégrer dans la société marocaine. Et ils le disent. Les Européens qui étaient au passage au Maroc le disent. Un des gouverneurs, je crois il était gouverneur de Walidia, disait « Moi, j'aimerais bien... » Il était morisque, mais depuis plusieurs générations. Donc, andalou. Voilà, andaloussi. Mais il disait « Moi, j'aimerais bien vivre et mourir en tant que chrétien. » Donc, c'est-à-dire que il est très difficile. Mais pourquoi il n'est pas resté alors de ce moment-là?
Non, parce que... C'est compliqué, hein. Non, c'est pas compliqué. À partir du mois d'avril 1609, une nouvelle loi est promulguée, un nouveau décret est promulgué par le roi Philippe III d'Espagne. Donc là, on est plus de 100 ans après la prise de Grenoble. Parce que c'est tout un processus. Voilà. Donc, dans les 100 ans, il y a ce flou que vous décrivez. Justement. Et en 1609 Voilà. En 1609, le roi d'Espagne, Philippe III, décide par décret je crois du 4 avril 1609, de chasser, d'expulser tous les musulmans d'Espagne, et même ceux qui sont devenus chrétiens, mais qui étaient musulmans, sont eux aussi invités à quitter le territoire espagnol. Donc on enlève les musulmans et les nouveaux chrétiens. Et les morisques. Ce qu'on appelle aussi, tout à fait, los nuevos conversos. On les appelle conversos ou les nouveaux chrétiens. Que ce soit pour les musulmans et pour les juifs. Nuevos cristianos ou conversos pour les musulmans et marranos pour les juifs. D'accord. Marranos, c'est les juifs convertis. Et moriscos ou conversos. Donc ce qui explique à ce moment-là une arrivée plus massive de ce côté de la Méditerranée. Tout à fait. Tout le monde est invité à quitter le territoire espagnol qu'il voulait purifier de l'héritage musulman. Alors il y a des noms de famille qui résonnent aujourd'hui, qui sont des noms de famille qui sonnent dans les oreilles des Marocains, dont on présente d'origine andalouse ou maurice. Oui. Voilà, Torres par exemple, ça n'a pas beaucoup changé. Je lis ce que j'ai, Bargash, Kilito. C'est Vargas. Alors il y a toute une panoplie de noms. Znebar. Voilà, consonance espagnole ou castillane. Fengiro. Je vous dis, je suis tombé sur une liste. Oui, il y a toute une liste. Zapata, mais aussi Molina, effectivement. Balafrège. Pelafres en espagnol, voilà. Carrasco, Escalante, c'est un nom aussi d'origine castillane. Il y en a qui vont même avoir des grands rôles politiques déjà dans ceux que j'ai cités. Mais comme même, les Mérinos. Ou bien avant, chez les Saadiens, le fameux Pacha Jodar, je ne sais pas comment le dire. Jodar, celui qui était à la tête de la conquête du Soudan. Quand on dit ces noms, il est clair qu'il s'installe dans le nord du Maroc, donc on pense en particulier à Rabat, Fès, Tétouan. Chaouen aussi, voilà. Donc, déjà au XVe siècle, oui, à la fin du XVe. Est-ce qu'on a une idée, première question, de la masse de ces gens qui viennent ? C'est-à-dire, est-ce que c'est un process qui va impacter vraiment, j'imagine, la démographie marocaine ? Parce qu'on n'est pas très nombreux à l'époque, donc on parle de combien ? Alors, je vais vous dire, j'ai quelques chiffres cités par les sources, mais bon, ça reste à titre indicatif, on n'est pas sûr vraiment de ces chiffres-là. Pour Rabat, qui va voir déferler des milliers de ces morisques-là, il y a eu 13 000 Andalous arrivés. Alors, en plusieurs phases. Les premiers, c'était des extrémeignes, ce qu'on appelait les hornacheros. Ils étaient au nombre de 3 000, d'après les sources espagnoles. Les pirates. Les fameux corsaires de Rabat ou Salé. Qui vont, parenthèse, parce que si vous voulez en savoir plus. Et qui vont s'ériger en république en 1627. C'est surtout un podcast magnifique que vous avez fait sur les corsaires, maintenant, je peux dire pirates. Tout à fait. Et qui vont commencer par attaquer l'Espagne pour des raisons de vengeance. Pour se venger de ces Espagnols qui les ont chassés de leur terre. Tout à fait. C'est un film, ça. À ces 3 000 extrémeignes, hornacheros, vont s'ajouter 10 000 Andalous. Alors, ces 10 000 Andalous ont été touchés par les édits d'expulsion définitifs qui ont été promulgués en Espagne entre 1609 et 1614. Ça a duré pendant 5 ans, ce processus d'expulsion définitive. Mais quand vous dites 13 000, on a du mal à imaginer la démographie de Rabat à l'époque. Ça doit être une ville qui doit faire quoi, 20 000 délabrée. La ville était dans un état délabré. Il y avait quelques morts, quelques Marocains sur place, mais ces nouveaux habitants... C'est un impact lourd. Tout à fait. Ça double peut-être la population. Le fond de la population, il est andalou. Pareil à Tétouan, Chaouen. J'ai lu que Chaouen avait été carrément fondé par les Andalous. Alors, il y a Chaouen, mais aussi Tétouan. Vous vous souvenez, lors d'une émission, on a parlé de cette conquête. Cette tentative de conquérir la ville de Tétouan en 1399. C'est le roi d'Espagne à l'époque, je crois, qui a jeté son sort sur la ville de Tétouan. Il a préparé une flotte impressionnante. Il a réussi à prendre pied à Tétouan pendant quelques jours. En une semaine, il a tué la moitié de la population et l'autre moitié, elle l'a emmené en captivité en Espagne. Donc, quand les
1399. D'accord, sous les Mérinides. Ah, c'était entre les Mérinides et les Wattassides, mais je crois que c'est à la période des Mérinides, parce que, comme vous le savez, les Wattassides sont les successeurs tranquilles des Mérinides. Alors, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec une ville, encore une fois, presque vide. Entre les morts et les captifs. Justement, donc, avec ces migrations, cette mobilité collective des Andalous, ou appelons-le Morisque aussi entre guillemets, c'est une nouvelle vie qui renaît. Et il y a des grandes familles d'origine grenadine, sont essentiellement de Grenade, du royaume de Grenade, Ronda, Écija, donc de nombreuses villes, les Morisques, de nombreuses villes, vont évidemment s'installer à Tétouan. On parle de 40 000 Andalous qui s'installent dans la ville de Tétouan. Alors j'ai lu quelque part, je vous demande la confirmation, que dans leur maison, ils avaient parfois les armoiries ou les symboles de la ville qu'ils avaient quittée. Tout à fait. Vous avez la maison d'un quelqu'un qui était à Grenade, enfin c'est des... Tout à fait, donc, parce ça existe, que oui, ça existe. On a de grandes familles qui ont régné en maître absolu sur la ville de Tétouan, comme la famille Al-Mandari. Et là, je pense aussi à Sayyid Al-Hurra, qui, elle, était d'origine Chaouni, elle est de Chaouen, de la grande famille des Banu Rachid, qui ont fondé la ville de Chefchaouen, qui était, paraît-il, originaire de Grenade, mais aussi de Jaén, la ville de Jaén en Espagne. Donc, elle s'installe à Chaouen et après, elle va se marier avec le gouverneur de la ville de Tétouan, Al-Mandari, qui deviendra son époux. Et elle va régner, elle aussi, avec son époux. Mais ça, c'est une autre histoire. Oui, mais c'est un podcast. Je vous invite dès maintenant, parce que ça, c'est... Avec plaisir, parce qu'il s'agit d'une grande dame de l'histoire du Maroc. Est-ce que vous pouvez nous parler 2 minutes, ou plus si vous voulez, du cardinal Cisneros? Ce monsieur m'a l'air de mériter des éclaircissements. Le cardinal Cisneros, c'est celui qui a mis en place le tribunal suprême de l'Inquisition espagnole. C'est-à-dire, parce que il ne faut pas l'oublier, quand on parle des Morisques, c'est-à-dire le XVe siècle, de l'autre côté de l'Europe, il y avait une nouvelle chrétienté qui surgit chez nos amis de l'Europe du Nord. Oui, les protestants. D'autres ennemis de l'Espagne catholique. Donc ce Cisneros, il a mis en place ce tribunal pour purifier les territoires ibériques et même les autres territoires qui dépendent de l'Empire espagnol, je pense à Naples, à la Sicile, du danger hérétique. Donc, il fallait purifier la foi. Protestants. Il y avait évidemment les protestants. On sait bien que le protestantisme va évidemment connaître son essor pendant cette période. Donc la religion luthérienne va connaître une expansion sans précédent, surtout chez les voisins français, à la frontière. Et donc c'était un ennemi à combattre. Plus les musulmans. Donc il y a d'un côté les musulmans, donc, il y a beaucoup de travail à l'intérieur. Non, il avait du boulot, monsieur Cisneros, le cardinal. Il y avait d'un côté les ennemis de l'intérieur, les ennemis de la frontière. Donc pour lui, il a fallu mettre en place ce tribunal de l'Inquisition pour purifier la foi chrétienne. Catholique. Il est hors de question que sur le territoire ibérique subsistent d'autres foi que la foi catholique. Donc, on ne veut pas de musulmans. Ces musulmans, il faut qu'ils embrassent la foi chrétienne et on ne veut pas d'hérétiques. Et donc, on brûlait et les morisques et on brûlait aussi les hérétiques en Espagne. C'est ça le sale boulot de l'Inquisition. Oui. Il fallait chasser ces gens qui vont nuire. C'est bûcher, parce que bon, quand on parle d'Inquisition, ça existait. Quand on parle d'Inquisition, alors je sais pas. On pense systématiquement au bûcher, parce que ça existe. Des tortures, on pense à des gens à qui on demande d'avouer. Oui, on pense des choses horribles en fait. Non, c'était des choses horribles. C'est le cas de le dire. Il y a eu plusieurs publications là-dessus. Il y a un livre qui a été intitulé « Quand on brûlait les morisques ». Parce qu'il y a une nouvelle approche à ces questions depuis déjà quelques dizaines d'années. Il y a eu des travaux extraordinaires faits par des spécialistes de la thématique. Je pense à Henri Lapère qui a écrit un livre magnifique sur la géographie de l'Espagne morisque,
avec chiffres à l'appui, mais pas seulement. Il y a Cardaillac, il y a Carrasco, il y a Bernard Vincent, il y a aussi des Maghrébins qui ont travaillé sur ces thématiques. Non, mais c'est un énorme à sujet. Said Mohamed Rzouk aussi, qui a travaillé sur les Andalous au Maroc. Donc, il y a, en Espagne, ne parlons pas de l'Espagne, parce que il y a eu dernièrement, surtout qu'en 2009, on a commémoré l'expulsion des Morisques. Et à cette occasion, pour commémorer cet événement, des colloques ont eu lieu, des congrès en Espagne, en France, au Maroc. Nous-mêmes, nous avons organisé un grand colloque international sur la question morisque. À Grenade. À Grenade, non, mais on a organisé aussi à Casablanca et à Rabat des événements, surtout un colloque international sur la question des morisques, où nous avons essayé d'approcher la thématique d'une manière différente, plus scientifique, avec, je dirais, où l'émotion n'avait plus de place, parce que, il faut le dire, en Espagne, les grands historiens comme Bartolomé Ben Nassar, mais d'autres aussi, se sont penchés sur les archives de l'Inquisition espagnole. Richelieu, le cardinal Richelieu, oui, voilà, oui. Français. Donc, il a eu 2014. un de ses conseillers était morisque. Oui, et il a Tout à dit, je cite, la proposition la plus audacieuse et la plus barbare, dont fasse mention l'histoire de tous les siècles passés. Donc il parle de grande barbarie après l'expulsion des Morisques. Dans la foulée, on signale également qu'en 92, le roi d'Espagne a présenté ses excuses de l'État aux descendants séfarades des Juifs expulsés. Mais il n'a pas fait la même chose du côté morisque, en effet. C'est-à-dire qu'on parle quand même d'un gros traumatisme. On parle d'un grand traumatisme. Et puis de poids, de mesure, parce que les Morisques ont souffert aussi des expulsions, mais c'est vrai que du côté espagnol, on n'a pas présenté des excuses aux Morisques, qui étaient essentiellement espagnols, comme j'ai dit, depuis 8 générations, et se basaient sur la foi pour les expulser, que ce soit pour les musulmans ou pour les juifs. Les juifs subiront le même sort, mais pour eux, effectivement, il y a quelques années, on leur a demandé pardon. Il faudrait faire la même chose du côté morisque. Alors, toujours dans le sujet de la mémoire, le député socialiste José Antonio Pérez Tapias qui dit « Il faut reconnaître l'expulsion des morts d'Espagne a été une grande injustice ». Alors, moi, je voudrais quand même revenir sur ce cardinal Cisneros, parce que quand les Espagnols s'installent à Derla, ils l'appellent Villa Cisneros. Oui. Donc c'est une sorte de... on n'est pas dans cette logique d'excuse. Là, on était à l'époque, je ne sais pas à quel moment ils ont nommé Derla Villa Cisneros, mais on est dans une logique de je ne sais même pas comment l'appeler, de vengeance ou de... Non, c'est même pas. Donc c'est pourquoi le fait de dresser le contexte de l'époque est très important. Parce que quand on parle de la chute du royaume de Grenade en 1492, il faut savoir une chose. Il y a eu déjà un processus de reconquista par les Ibériques qui a commencé avec la prise de Ceuta en 1415. Déjà, peut-être combien d'années 70 ans avant, leurs voisins portugais avaient pris pied à Ceuta en août 1415. Oui. La reconquête n'aura lieu qu'en 92. Oui. Donc, de 1415 jusqu'à 92, pratiquement la côte, la façade atlantique marocaine, pratiquement toute la façade était entre les mains des Portugais. Donc, à commencer par Ceuta, Qsar en 1458. Il y a eu 3 tentatives contre Tanger qui ont échoué, mais la 4e, elle a réussi, ainsi qu'à Asela. D'ailleurs, comme je vous ai dit la dernière fois, on a cette magnifique tapisserie qu'on appelle la tapisserie de Pastrana, qui raconte cette conquête portugaise, à la tête de laquelle on trouve le roi du Portugal, Alphonse V et son fils, qui viennent conquérir le Maroc avec des flottes impressionnantes. 300 bateaux, toute unité confondue, et 25 000 hommes pour conquérir Assaïla et Tanger. C'est la première phase, évidemment, de la conquête portugaise, mais il y a une deuxième phase. Ils se rabattent par la suite sur les plaines atlantiques marocaines, parce qu'elles sont riches. N'oublions pas, le Portugal, c'est un pays très pauvre. C'est un petit pays avec très peu de ressources. Pour eux, le Maroc, c'est le grenier du blé depuis la période romaine. Donc pour eux, le plus intéressant serait de conquérir la côte, la façade atlantique marocaine. On va commencer par Azmour, Esfi. Il y a eu des tentatives ratées contre le Marmora et Anfa.
Déjà, on bombarde, enfin en 1468. Marmollah, c'est Mehdia aujourd'hui, en face, c'est Casa. Tout à fait. Et puis, il y a Akkouz, il y a des ports qu'on ne connaît même pas aujourd'hui. Tout à fait. Et puis, Agadir. Santa Cruz, des Cabo, des Aguer. Il y a Messa, Esfir, c'est El Jadida, Mazagan. Donc, ils vont conquérir pratiquement tout le littoral atlantique marocain. Et ils poursuivent. Donc, il y a eu, après 92, avec la prise de Grenade, la conquête de Grenade, une nouvelle étape commence chez leurs amis espagnols, qui ont du retard par rapport aux Portugais. Ils ont pratiquement 100 ans de retard. Le Portugal, lui aussi, il a eu son inquisition, lui aussi, il a chassé les Morisques, ça on le sait. Mais ils ont réussi à se constituer en État-nation déjà au XIVe siècle. Donc, ils étaient en avance par rapport à leurs voisins espagnols. Enfin, je ne sais pas si on peut les appeler espagnols à l'époque, parce que l'Espagne n'était pas un État. Castille, Aragon, voilà, il y avait plusieurs États, Léon, etc. Et donc, une fois l'unité politique assurée, les Portugais avaient commencé leur, entre guillemets, découverte. Et les grandes découvertes portugaises ont commencé à Ceuta. Ça, c'est très important. C'est pourquoi, pour les historiens marocains, le début des temps modernes, c'est pas la chute de Grenade. Ça a commencé déjà, c'est la perte de Ceuta, évidemment, vis-à-vis des Portugais. Et donc, les Portugais, évidemment, vont se lancer dans leur découverte en commençant par Ceuta, et ils vont poursuivre leur conquête jusqu'à Messa. Et après 92, après la chute de Grenade, l'Espagne veut rattraper le temps perdu, pour reprendre ce beau roman de Proust, et ils vont réussir en 2 mois ce que le Portugal a mis pratiquement un siècle à réaliser. Ils vont trouver de nouvelles terres, entre guillemets aussi, parce que c'était des terres... En 1492. Voilà, en octobre 1492, c'est-à-dire pratiquement 10 mois après la chute de Grenade. Ils vont partir à la découverte, évidemment, de l'Amérique. Christophe Colomb, qui arrivera à Santo Domingo en octobre 1492. Grosse année pour l'Espagne, 1492. Hein. On l'appelle l'année mémorable, certains l'appellent aussi El Año Crucial, mais pour les Morisques, c'était le début de grandes souffrances du côté des musulmans d'Espagne. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ces souffrances ? Est-ce qu'il y a des gens qui ont été... donc, vous nous avez parlé des gens qui ont été brûlés, tout simplement ? On voit beaucoup de littérature sur ce sujet sur Internet. Juste vérifier des choses avec vous. Est-ce qu'il était vrai, par exemple, qu'on allait vérifier la foi des gens chez eux ? Pas besoin de vérifier. Non. Ce qu'on faisait... Par la cuisine, la torture, la circoncision... Tout à fait. Tout ça avait lieu. Et puis, les voisins s'occupaient de tout. Parce que quand on chasse les musulmans, les Morisques restent là. Et les chrétiens viennent s'installer dans les demeures des musulmans chassés. Donc, les Morisques sont déjà là. Et donc, les chrétiens, les anciens chrétiens, los viejos cristianos, les accusent d'hérésie. Justement, ils prennent le soin de noter tous les faits et gestes des Morisques. Est-ce qu'ils font leur prière ? Est-ce qu'ils ne mangent pas le porc ? Est-ce qu'ils font le couscous le vendredi ? Est-ce qu'ils font leurs ablutions ? Est-ce qu'ils partent à la messe les dimanches ? Donc, ils s'occupent. Il y avait une société de délation un peu. Tout à fait. C'est fou à quel point ce que vous nous racontez résonne par rapport à l'histoire des Juifs et sous le régime nazi. On a l'histoire de délation entre voisins, d'expulsion, de persécution, de brûler. Ça résonne forcément dans quelqu'un qui... Ça résonne, et donc dans les archives, il y a dans les archives d'État espagnol, notamment à l'Archivo Histórico de Madrid, il y a des liasses, des centaines de liasses sur le procès d'inquisition, avec nom et prénom. Il y a le grand historien Bartolomé Benassar qui s'est attelé, et pas seulement, d'autres historiens viendront après lui, Joseph Pérez, etc., qui vont travailler sur ces archives pour comptabiliser, vérifier et surtout vérifier l'issue des procès, effectivement. La torture est tout est noté, parce que ce qui est intéressant avec les archives espagnoles, vous savez que les archives espagnoles sont les premières archives organisées au monde. C'est le roi Charles Quint qui décide de mettre en place le premier archive dans le monde. C'est les archives de Simancas. Je crois vers 1549, il institue l'archive où on réunit toutes
la paperasse de l'administration espagnole. Donc aujourd'hui, on sait les noms des gens qui ont été tout à fait. brûlés, torturés. Tout à fait. Et le plus intéressant, ça je le dis pour nos auditeurs, nos auditeurs qui veulent aller plus loin dans cette histoire-là, c'est que pas besoin d'aller en Espagne pour découvrir une bonne partie de ces archives, parce qu'elles sont digitalisés. Les fonds les plus consultés sont systématiquement digitalisés et à partir de chez eux, ils peuvent consulter le site PARES qui nous donne les archives espagnoles. Mais bon, pour ça, il faut évidemment maîtriser et la langue du XVIe siècle et puis ce qu'on appelle la paléographie. Et avec ça, évidemment, ils peuvent explorer ce pan très peu connu de l'histoire des musulmans d'Espagne. Il y a eu un impact évidemment sur le Maghreb qui a reçu les Andalous. Il y a un impact également, j'imagine, sur l'Andalousie qui perd énormément de puissance économique, des acteurs économiques. Tout à fait. Alors, c'est vrai que c'est un drame pour l'Espagne. Parce qu'elle va perdre une partie de sa population, qui était essentiellement des agriculteurs et des gens qui s'intéressaient à l'industrie. Et donc, qui va occuper ces emplois une fois que cette main-d'œuvre est chassée d'Espagne? Donc, c'était un vrai dilemme pour les acteurs espagnols, politiques espagnols à l'époque. Et ça va continuer même avec les grandes découvertes géographiques. D'ailleurs, un penseur français du nom de Jean Baudin, quand il parlait de l'Espagne après les découvertes, il disait à quel point ces Espagnols ne savaient rien faire. Ils faisaient tout importer de l'Europe du Nord, en l'occurrence Bruges et Anvers. Il disait qu'ils ne savaient même pas fabriquer un couteau. Parce que la main-d'œuvre, elle est partie. C'est les musulmans, c'est les Maurices qui sont partis. Et avec cette expulsion, évidemment, le savoir-faire musulman est parti. Mais ce qui est intéressant, il faut voir l'autre revers de la médaille, c'est que ces savoirs et ces savoir-faire vont profiter à la population d'accueil, en l'occurrence. De ce côté de la Méditerranée. Voilà, de ce côté. Est-ce qu'il n'y a pas eu des tensions quand ces gens sont arrivés? Oui, tout à fait. Par rapport on va dire le Maroc, juste parce qu'on est au Maroc, mais ça pourrait être la même chose avec l'Algérie. Est-ce qu'on peut développer sur ce sujet? Alors, pour vous dire, quand je parlais tout à l'heure des extrémeignes qui venaient, ceux qui ont été chassés d'Espagne et qui arrivaient au Maroc, il faut dire, ils ont emprunté le port de Séville, parce que c'est le port le plus proche et Cadix et Santa Maria, qui devait les conduire au port marocain. Pour la première vague, elle arrive à Tétouan, elle est mal reçue par les Tétouanais, qui eux sont d'origine aussi andalouse. Ils ont été volés, on leur a spolié leurs biens, on les a traités de tous les noms, et donc c'est pourquoi cette vague-là, elle s'est arrêtée à Tétouan, mais elle a continué son chemin jusqu'à Rabat. Parce que le sultan, à l'époque, Moulay Zidane les a reçus et les a installés à Rabat. Ils étaient mal reçus par les Marocains de l'époque, notamment les Tétouanais. Ce qui est intéressant aussi, c'est que pour Rabat, une fois installés à Rabat, donc il faut imaginer ces 13 000 hommes et femmes, ils ne s'habillaient pas comme les Marocains, ils s'habillaient comme les Espagnols. Parce que, comme ce sont des Espagnols, en fait. Ouais, c'est ça ce qu'il faut comprendre. Justement. On a toujours l'impression de dire que les musulmans d'Espagne, c'était quelqu'un qui est arrivé. Non, moi, c'est un Espagnol, techniquement, tout à fait. Qui est musulman et qui quitte sa terre. Tout simplement. Donc, beaucoup parlaient encore le castillan. Certains ne parlaient pas arabe. Comme j'ai dit, sont chrétiens depuis 3-4 générations. Ah oui, il y a ceux qui sont quand même. Et donc, ça posait un problème aux Marocains. Ils disent, écoutez, les gens qu'on a en face ne sont pas des musulmans. On a même émis des ftois contre eux, notamment le Moujahid l'Ayachi. Il a émis une ftoie, les taxant de non-musulmans et qu'il était légitime de guerroyer contre ces hérétiques, ces infidèles. On les a même chassés de là-bas, de l'Espagne. Une fois au Maroc, ils sont mal compris. Vous savez maintenant ce qui résonne aujourd'hui, puisqu'on fait beaucoup ça résonne beaucoup avec le destin un peu des binationaux. Tout à fait. Ils sont assis entre deux chaises. Dans les pays d'adoption de leurs parents, ne sont pas considérés comme français ou européens. Quand ils reviennent ici, ils ne sont pas considérés comme marocains. C'est fou comme ce 16e siècle résonne encore dans le 20e et le 21e. Donc c'est tout à fait. Mais d'autres, par contre, vont avoir des postes de responsabilité. Tout à fait. Oui, effectivement. Donc, à part... On ne peut pas trop généraliser, en fait. Il y a de tout, quoi. Non, il y a de tout. Et puis, comme j'ai dit, c'est un processus qui a commencé déjà au 15e et qui se poursuit jusqu'au 17e. Donc, on a différents cas d'espèces. Mais ce qui nous intéresse, c'est que le sultan Moulay Zidane, il était très intelligent.
dès qu'ils arrivent à Rabat, il embauche 400 pour les intégrer dans son armée, parce qu'il avait des visées pour moderniser son armée, et comme eux, ils ont un savoir-faire supérieur de point de vue technique, eh ben, il a profité de ce savoir-faire pour son armée, pour mettre en place une armée, et pour aller lutter dans le sud du Maroc. Il les a envoyés dans le sud. C'est la même chose, on les met dans l'équipe nationale aujourd'hui, les binationaux, mais ils ont du mal à trouver leur place dans la société, c'est fou. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur notre ami Khaireddine et son frère Arrouj? Alors, Khaireddine, c'est Barberousse. Alors. Et son frère Arrouj, c'est Arrouj. Oui, c'est Arrouj et Khaireddine. L'aîné, c'est Arrouj. Alors, qui sont ces gens? Alors, ce qui nous intéresse, surtout en relation avec les Morisques. Hein, oui, bien sûr. Si vous voulez nous parler de Barberousse, en façon générale, nous on prend aussi. Hein, parce que ce sera pour une autre... On le mettra avec Saïd Al-Hourra, si vous voulez bien. Oui, pour Khaireddine, pourquoi pas. On fera un couple comme ça. Oui, alors... Donc, Arrouj et Khaireddine dans les Ottomans. Donc. Alors, pour les Morisques, ne l'oublions pas, quand ils ont été en Espagne, ils comptaient sur l'appui et le soutien d'une puissance musulmane qui est l'Empire ottoman. Et aussi sur le Maroc. Le Maroc aussi, il a fait tout ce qu'il pouvait, même si le contexte était très compliqué. Et je vais vous l'expliquer. Parce qu'avec la puissance déferlante des Ottomans, qui avaient réussi à conquérir pratiquement l'ensemble des pays musulmans, seul le Maroc échappait à la suzeraineté ottomane. Donc pour le Maroc, l'ennemi le plus dangereux, évidemment, ne venait pas du nord, il venait de l'est, parce que l'Empire ottoman a déjà pris Alger en 1519, donc la prochaine victime était le Maroc. Et les Ottomans vont tout faire pour conquérir le Maroc. Donc pour les shérifs saadiens, l'équation était très difficile. Eux, ils ont basé leur campagne sur le chérifisme, parce que eux, ils sont descendants du prophète, donc sur le djihad, et ils ont réussi à déloger les Portugais de Santa Cruz en 1541. Donc, justement, comment ces moujahidines vont s'allier avec les chrétiens contre leurs frères musulmans? Et là, je dis que Mohamed Cheikh, il avait vu juste. Il était réaliste. C'est de la réelle politique. Par la suite, oui, non, mais ce qui nous intéresse, c'est qu'il s'est allié avec l'ennemi chrétien, l'ennemi de toujours, l'Espagne, Philippe II, contre les Ottomans qui sont musulmans. C'est une équation difficile pour Moulay. C'est pour ça qu'il y a énormément d'historiens qui placent le début d'une sorte de conscience nationale à ce moment-là, quoi. C'est-à-dire. Non, mais ce qui nous intéresse, je crois que ça commençait déjà avec ça. Mais ce qui nous intéresse dans cette équation-là, c'est que les Ottomans vont prendre Fès. Ils vont mettre la main sur Fès en janvier 1554. C'est Ibn Hassoun, le Ouattaside, qui les a fait venir et ils se sont installés à Fès, je pense, pendant 9 mois. Ils ont aidé Abu Hassoun, le Ouattaside, à reprendre le pouvoir. Pour une année, même pas une année. Et dans ses correspondances, il dit qu'il s'allie, qu'il est sous l'autorité du sultan ottoman. Ce qui s'est passé, c'est que par la suite, les Saadiens, avec Mohamed Cheikh, va réussir à les déloger. Et même Abu Hassoun leur avait, après une année, il les a expulsés de Fès. Mais Fès, elle était ottomane pendant pratiquement une année. Et il y a eu une deuxième tentative. Avec au temps de Hassan. Non, bien avant, au temps de Hassan Bacha. Le pacha d'Alger, Hassan Bacha, il va y avoir une deuxième tentative. Mais avant d'arriver à Fès, ils étaient rappelés pour défendre, je crois, Tlemcen ou Oran. Qui était attaqué par qui alors? Qui était attaqué par les Turcs. Donc les Turcs voulaient reprendre les présides parce que Oran était espagnol, Mostranim était espagnol. Et donc à cette époque, il y a eu évidemment une présence espagnole sur les côtes algériennes comme sur les côtes marocaines. Donc c'est une continuité. Et donc il a été rappelé pour défendre les présides, un préside algérien. Et donc le Maroc a échappé à cette deuxième tentative ottomane pour prendre le Maroc. Il y a une troisième. Par la suite, quand à l'époque ils aident Abdelmalek à reprendre son pouvoir, trône, tout à fait. Il fait un jeu diplomatique avec l'Espagne, etc., pour finalement reprendre le pouvoir sans l'aide ottomane. Et Ceci dit, il y a du génie politique dans cette. Tout à fait. Que ce soit par Mohamed Cheikh, d'ailleurs, qui taxait Souleymane el-Qanouni, Soliman le Magnifique, il le taxait de Sultan al-Hawata. Oui. C'est-à-dire parce qu'il avait des bateaux partout.
Donc, il l'appelait Sultan al-Hawata. Moi, je trouve ça extraordinaire. Oui, c'est extraordinaire, mais il a payé cher. Il a payé sa tête. Qui a terminé sur les murs de la porte Constantinople. Sublime. De la porte Sublime. Tout à fait. Revenons donc à Roj. Et donc, pour les morisques d'Espagne, ils attendaient le sauveur. Le sauveur, qui venait évidemment de l'Empire ottoman, à Roj. Et par la suite, Khaireddin, et même des sultans ottomans, on verra pas. Alors, Arrouj et Khaireddin, c'est quoi leur poste, quoi? Là, non, Arrouj, c'est lui qui a mis en place la régence d'Alger. L'Alger, grâce à lui, Alger est devenu ottoman. D'accord, donc c'est l'homme politique, c'est pas un pirate. Non, c'est un marin de haut vol. C'est un corsaire. La frontière, elle est difficile. Non, pirate, ça m'étonnerait, c'est un homme de mer. D'accord. On l'appelle Arrouj. Raïs Arrouj, parce que c'était un raïs, un capitaine, était un amiral à l'époque de la flotte. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que grâce au soutien de Arrouj, des milliers de morisques vont pouvoir franchir la Méditerranée. Il a aidé un pont marin, quoi. Voilà. Pour ces musulmans d'Espagne, et depuis c'est des milliers de morisques qu'il a transférés sur la côte maghrébine. On l'appellera par la suite Baba Arrouj. D'ailleurs, ce Baba Arrouj, ça c'est la première opération. Une autre opération va suivre pour aider de nouveau les morisques à migrer vers les terres maghrébines. Par Khaireddin ou par... Non, par Arrouj, toujours Arrouj. Donc il y a une notion de il faut sauver ces gens-là et on va les rapatrier vers l'Algérie, en fait, entre guillemets. Je dis Algérie, mais c'est... Non, c'est pas seulement l'Algérie, sur toute la côte maghrébine. Donc ils vont mettre à leur disposition leurs bateaux. Tout pour les transférer de la côte espagnole, surtout ce qu'on appelle les côtes du Levante, notamment Valence, etc., et qu'on retrouvera plus tard en Tunisie, Tripoli, Alger et Maroc. Encore une résonance avec l'actualité, puisque Erdogan, le président turc, appelle un de ses bateaux de guerre Arrouj, Raïs Arrouj. C'est faux, hein, comme ça nous aide à comprendre. Oui, le retour sur l'histoire glorieuse. Cisneros, Arrouj, d'un côté comme de l'autre. On a un podcast qui résonne dans l'actualité. Cette histoire des morisques, hein, pour conclure, vous avez parlé donc d'une sorte d'exode qui part de Massif. La péninsule ibérique vers l'Afrique du Nord, donc Maroc, Algérie, Tunisie, etc. Vous avez également parlé cet exode qui va vers le Nord. Donc il y a des morisques qui vont finir à Paris, des morisques qui vont finir... Donc vous avez parlé d'un conseiller de Richelieu, j'imagine dans des autres... Est-ce qu'on a des morisques célèbres en Europe? Écoutez, quand vous évoquiez cet exode massif, l'exode a commencé en Espagne. Parce que, après la prise de Grenade, on va transférer ces gens vers le nord de l'Espagne, vers le royaume d'Aragon. Déjà, il y a un premier transfert vers l'Espagne, vers le nord de l'Espagne, qui était chrétienne depuis déjà quelques années. Et donc, un premier transfert vers le nord de l'Espagne, et par la suite, ces morisques, on va les voir un peu partout sur les territoires, que ce soit européens ou musulmans. D'abord en France, comme je parlais tout à l'heure de Saint-Jean-de-Luz, où on retrouve et musulmans et juifs. Pays basque, c'est la côte basque, ça c'est la côte atlantique. Oui, c'est le Pays basque français. On les retrouve donc à Saint-Jean-de-Luz, mais aussi on va les trouver dans d'autres ports du sud de la Provence française, parce que pour eux, la France, c'était le début d'une nouvelle aventure. Ils voulaient partir, comme j'ai dit, en Italie et par la suite dans l'Empire ottoman. On s'installe aussi à Livourne, parce que le duc de Livourne avait instauré une loi qui facilitait évidemment l'installation des autres confessions, qu'elles soient juives ou musulmanes. Donc ils se sont aussi dirigés vers Livourne, et certains se sont installés en France, dont ce conseiller de Richelieu, évidemment. Qui a sensibilisé apparemment Richelieu, il a parlé de leur il avait une dent évidemment contre eux. Et aux Provinces Unies des Pays-Bas, les hérétiques, chez les hérétiques, à Amsterdam notamment, on retrouvait aussi... hérétiques. Tout à fait. C'est les ennemis de l'Espagne catholique. Ce qui est intéressant avec ces morisques, c'était des hommes à tout faire. N'oublions pas qu'ils maîtrisaient les langues étrangères. Par exemple, quand ils arrivent en Afrique du Nord, ils faisaient office de traducteurs ou interprètes. Ils étaient partout, parce qu'ils parlent l'espagnol. Et au Maroc, donc, c'est pour parler avec la péninsule, évidemment, la langue espagnole est omniprésente. On écrivait même des lettres, la correspondance, elle est aussi en espagnol. Et assurée par ces morisques, installés au Maroc, ou par les Juifs. Par exemple, je parlais tout à l'heure de la présence portugaise sur la côte marocaine, toute l'interface atlantique du Maroc, dans toute la dynamique commerciale, etc.,
les Juifs sont omniprésents. Les commerçants juifs, les interprètes juifs, parce que tout simplement, il a fait une facilité au niveau linguistique et ils avaient des parents de l'autre côté de la Méditerranée, que ce soit au Portugal, en Espagne ou aux Pays-Bas. Donc on a des familles, les Querido par exemple, on les retrouve à Rabat et on les retrouve à Amsterdam. Donc ça facilite le commerce effectivement et les affaires. Je vous remercie. C'était passionnant. Je vais vous dire pourquoi c'était passionnant. Parce qu'entre 1492, la prise de Grenade par Isabelle la Catholique, 1492, c'est la découverte de la fin des voyages transatlantiques. C'est l'arrivée des Européens en Amérique. Le voyage transatlantique de Christophe Colomb. Et 1609, l'expulsion des Maurices. Il se passe beaucoup de choses. Ça va avoir des impacts partout. On va pas développer Christophe Colomb, mais au niveau de chez nous, il va avoir un impact. L'expulsion, par exemple, des Hornacheros, vous en avez parlé dans un podcast sur les pirates qui vont démarrer cette piraterie sur les côtes atlantiques par leur savoir-faire maritime et l'espèce d'esprit de revanche vis-à-vis de l'Espagne. Les Ottomans, n'en parlons pas. Dans le même siècle se passe quand même Oued Mekhazine et toute l'épopée saadienne. Il faut lui consacrer un podcast. Voilà, plusieurs, on l'a fait, de Abdelmalek, le papa Mohamed Cheikh et le petit frère Ahmed Mansour. Il se passe beaucoup de choses au niveau diplomatique entre l'Espagne de Philippe II. Beaucoup de va-et-vient. Entre l'Espagne de Philippe II, le Maroc de Ahmed Mansour, les correspondances avec les Anglais, l'Élisabeth, j'allais dire. Les nouveaux arrivés qui font leur éruption en Méditerranée au XVIe siècle. Oui, donc il se passe beaucoup de choses. Il y a des personnages extraordinaires. Vous avez parlé de Arroge, on a parlé des Marocains. Qui, par ailleurs, alors de Cisneros, vous savez que c'est quelqu'un qui est célébré en Espagne. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Voilà, il se passe beaucoup de choses. On a parlé d'Erdogan, on a parlé de beaucoup de choses. Non, pour Arroge, ce qui est important, c'est que pour sa mort, il va mourir en combattant les Espagnols, je crois, du côté de Tlemcen ou Oran. Alors, il paraît que Arroge est enterré à la frontière maroco-algérienne. Et même, il est enterré, paraît-il, pas loin de Oujda, sous un autre nom. Paraît-il, encore faut-il vérifier, sous le nom de Sid Tzorki. Il y a un Wali Saleh, un marabout, vénéré du côté d'Oujda, qui s'appelle Sidi Tzorki, et de nombreux historiens pensent que ce Sidi Tzorki n'est autre que notre Baba Arroge. Merci beaucoup, c'était passionnant, on a parlé de tout. Merci beaucoup, Madame Zia. Merci à vous, à la prochaine. La saison 3 du podcast Histoire vous est offerte avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.